vous avais promis une vidéo sur l'or il y a 4 mois là. Bon, j'étais assez occupé, mais je vais la faire aujourd'hui. Quand j'ai fait ma vidéo sur la tendance pour début mai, pour vous expliquer, lancer l'alerte déjà sur l'euro à 1,24, qu'il fallait se barrer et acheter du dollar et quitter l'or physique. L'une des premières réactions qu'il y a eu, c'est mais Charles, t'as rien compris, l'or ça protège, l'or physique, l'or ci, l'or ça. Évidemment, vous avez la tête au carré mis en place par les opérateurs qui vendent de l'or physique, et ils vous ont bassiné pendant 10 ans d'arguments. Et je vais en démonter quelques-uns pour vous faire réfléchir, mis à part déjà qu'on a bien vu entre la crise italienne et la crise turque, on a vu à quel point l'or servait de valeur refuge. Ça s'est tout simplement écroulé déjà de 10 ou 15%, et en plus ça a baissé tout particulièrement les jours où il y avait la crise, ce qui est quand même symptomatique. Mais c'est pas la question. L'or, il faut comprendre l'historique de l'or. Déjà on n'a pas énormément de data, mais l'or, il y a déjà eu la situation qu'on vit actuellement en 1930-1931. Alors les socialos, qui sont une bande de menteurs finis, vous racontent pas ça, mais en fait en 1930-1931, il y a déjà une crise de la dette souveraine qui a abouti à la faillite des États et derrière à la mise en place de nouvelles monnaies. Et aux États-Unis, le dollar a été backé par l'or. Et après, pour des raisons pratiques, je crois de mémoire que les transactions intérieures aux États-Unis étaient backées par de l'argent pour le dollar, et c'est les transactions internationales qui étaient backées par l'or. Donc c'était l'étalon or. Donc à ce moment-là, l'or constituait une devise, c'est-à-dire que ça permettait d'échanger, et ça servait de transaction. Donc regardez l'or, regardez l'histoire de l'or, alors que l'or est une devise. C'est faire une erreur fondamentale. En 1971, le système a pris l'eau, il a explosé, il n'était plus compatible avec les impératifs économiques, et donc l'or a quitté son statut de devise pour devenir un actif. Et c'est le système dans lequel nous sommes depuis 1971, donc depuis grosso modo 50 ans. L'or on n'a que 5 décennies d'histoire de l'or, et avant 1930, sachant que l'économie moderne, entre 1800, je crois que les stats démarrent en 1870, Paul Dow Jones, ou 1840, et voilà, bon, on a les taux d'intérêt à 10 ans, et on a les actions américaines, et on a les cours de l'or, mais l'économie était quand même bien moins mondialisée et intégrée, donc... Mais bon, ça reste intéressant à consulter, mais voilà. La vérité, c'est que le système économique, dans la forme actuelle qu'on a, on a 50 ans d'historique, ce qui est rien du tout. Donc déjà, il faut prendre des précautions, mais l'or en tant qu'actif, il a largement échoué. Donc les premiers arguments que vous avancez, c'est les banques centrales chinoises, indiennes, russes en achètent. Donc moi, j'en achète aussi, parce que ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Alors, quand je dis ça, moi, ça me laisse perplexe. Tout simplement parce que si vous consultez le marché de l'or, vous découvrirez en l'an 2000, au plus bas, sur les 50 dernières années, que la banque centrale anglaise a vendu, je sais plus, 400 tonnes d'or. Vous avez qu'à aller sur Wikipédia, vous trouverez les chiffres si vous avez besoin de vous en persuader. Voilà, la banque centrale a balancé je sais pas combien de centaines de tonnes d'or sur le marché physique au plus bas, donc c'est une perte latente pour le peuple anglais de combien, 15-20 milliards, c'est-à-dire 3 ou 4 fois ce qu'a fait Jérôme Kerviel. Bien sûr, les gens n'ont jamais été inquiétés juridiquement pour ce genre de décision, comme vous savez, les États, je gagne, je perds, j'ai tout le temps raison. Donc voilà une banque centrale par exemple qui a fait, alors quoi, en l'an 2000, parce que la banque centrale anglaise vend son or physique, moi je fais comme les banques centrales, je vends mon or physique en l'an 2000, je prends la plus grosse perte de l'histoire des marchés dans ma gueule. Mais rebelote, en France, 2008, Sarkozy, il a balancé combien, 400 tonnes d'or également, derrière à combien, 700-800 $ l'or. D'ailleurs, on est monté à 1500, donc là aussi, il a perdu pour les comptes des Français une somme extrêmement importante qui chiffre en milliards. Il n'a jamais été inquiété pour cette décision. Mais là également, en 2008, alors parce que la Banque centrale française prend cette décision de vendre son or, comme la Banque centrale anglaise, 7 ans plus tôt, alors moi aussi, je vends mon or physique parce que ces banques centrales agissent. Et aujourd'hui, le principal argument, j'étais sur le cul de découvrir, j'achète de l'or parce que la Banque centrale indienne, russe et chinoise achètent de l'or. Parce que c'est la fin du dollar.
Et les banques centrales, ils n'achètent pas de l'or en tant qu'épargnant pour faire de l'argent, ils achètent de l'or pour de la crédibilité, pour baquer leur devise. Et un épargnant, il n'a pas besoin de crédibilité, tout le monde s'en branle si vous êtes crédible ou pas. Vous, ce que vous voulez, c'est tout simplement faire progresser votre capital. Votre problématique d'épargnant, elle n'a rien à voir avec une banque centrale. Comment vous pouvez calquer votre stratégie sur une banque centrale? À mon avis, c'est vraiment faire une erreur. Et qui plus est, si vous consultez les occurrences des positions des banques centrales dans l'histoire, vous verrez que c'est vraiment pas conseillé de suivre les banques centrales, justement parce qu'elles agissent pour des raisons politiques et non des raisons financières. Donc moi déjà cet argument n'est pas valide. La deuxième chose, c'est l'or conserve le pouvoir d'achat à long terme. Alors demandez, oui, mais qu'est-ce que c'est que le long terme? Le long terme, c'est 30 ou 40 ans. Demandez à la précédente génération de Français qui a acheté de l'or physique en 1978, 1979, 1980, en disant c'est la crise inflationniste, je me protège, je conserve mon pouvoir d'achat, et qui ont gardé leur or. Tous ces gens-là, ils ont dû attendre 35 ans pour revoir leur mise, 30 ans en fait, pour revoir leur mise. Je parle en valeur réelle, je ne parle pas de la valeur faciale de l'or, ça veut rien dire. En valeur réelle déflatée, ils ont mis 30 ans pour revoir juste leur cours. Pas gagner de l'argent, revoir juste le cours. Donc c'est les enfants, quoi, grosso modo. Est-ce que vraiment une assurance, enfin du moins la conservation de la valeur de votre pouvoir d'achat, est-ce que franchement il faut attendre 30 ans, vous avez besoin de l'avoir disponible que dans 30 ans? Et franchement, c'est chercher midi à 14h. Vous avez des outils comme les obligations indexées sur l'inflation aux États-Unis, ça fait le job et vous l'avez en permanence à disposition. Vous n'êtes pas obligé d'attendre, vous pouvez pas un risque sur 30 ans. Donc cet argument-là, il est recevable, quoi. Alors, je voudrais juste revenir déjà sur les 30 ans. Sur une durée aussi longue de 30 ans, si vraiment c'est votre horizon, moi je m'en fous, je place mon argent en réseau de 30 ans. Bon alors ça sert à rien de placer votre argent sur l'or ou les obligations parce qu'à 30 ans il n'y a qu'une seule classe d'actifs qui crée de la valeur en masse, ce sont les actions. Vous achetez un tracker sur les indices boursiers et puis terminé, vous choisissez je sais pas quoi, la Chine, les États-Unis, parce que grosso modo c'est les deux superpuissances économiques du futur et vous attendez 30 ans et vous gagnerez je sais pas 10 fois ce qu'a gagné l'or. C'est une aberration de placer son argent en tant qu'actif, sachant que ça rapporte rien. Sur une période aussi longue, en étant prêt à attendre un résultat aussi long, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Consulter les statistiques sur 50 ans. L'or est parfaitement incapable de rapporter quoi que ce soit et qui plus est va vous faire perdre de l'argent. C'est d'ailleurs le cas depuis 8 ans. Les gens qui ont placé leur argent depuis 8 ans, ils se font démonter et c'est que le début. Si la crise s'enclenche, c'est là, ils n'ont encore rien vu parce qu'on n'a pas encore de crise. Donc voilà. Donc l'or en tant que placement sur 30 ans, ça vaut rien. L'or en tant que conservateur de patrimoine pour se protéger de l'inflation, ça vaut rien, puisque tout simplement les obligations impactées par l'inflation font le job à merveille, beaucoup mieux et beaucoup plus facilement. Donc ensuite, il y a l'argument de l'or en fait qui vous permet de vous protéger en cas d'une crise majeure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux types de crises. Il y a la crise mineure, importante, genre 2007, 2008, 2009, où on a tous peur, mais en fait ça reste de la crise sur le papier. Et on a une crise majeure, guerre ou carrément effondrement des États. Voilà, et donc ça devient ce qu'on appelle le scénario Mad Max. Et alors là vous dites, ah ouais mais là il n'y a plus de billets, il n'y a plus de banque centrale, il n'y a plus de banque, il n'y a plus rien. Donc là tu riras bien Charles si tu n'as pas de l'or physique. Alors mes amis, ça c'est l'argument le plus pourri que vous puissiez, c'est le plus gros mensonge que vous pouvez vous faire, pour deux raisons. Le premier, c'est que si vous regardez d'ailleurs la crise des années 30 lors de la faillite des États, ou la crise indienne, ou le Venezuela, ou l'Argentine, ou tous les pays en crise, c'est systématiquement la même réponse des États. Quand il y a une crise majeure, les États viennent chez vous, envoient la police, qui rentre dans votre maison, et qui remet votre maison à feu et à sac, jusqu'à trouver vos réserves d'air pour vous les piquer. Parce que c'est ce qui a lieu à chaque fois dans tous les pays. Alors déjà, il va falloir être bon pour placer et planquer son or. Mais le deuxième truc, c'est que, alors qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en crise, que les États sont encore en place et que tout est normal, on ne peut pas déplacer de l'or. Vous ne pouvez pas monter dans un avion, prenez l'avion, vous verrez que vous ne pouvez pas transporter plus de, je sais plus, 10 000 $ en or, sinon après on les prend, c'est interdit. L'or ne peut pas se déplacer. L'or est encombrant physiquement. Évidemment, si vous avez 10 000 $ en or, c'est pas énorme. Si vous avez 200 000 $ en or, excusez-moi, mais vous ne prenez pas l'avion. Donc vous ne pouvez pas déplacer. Donc si c'est Mad Max et vous avez besoin de déplacer de l'or, déjà vous pourrez le déplacer que physiquement dans votre lieu géographique.
Mais c'est pas la raison. La raison fondamentale où les gens se piègent avec ce genre de raisonnement, c'est que quand c'est Mad Max et que toute l'économie est effondrée, et que les États sont effondrés et que c'est la guerre, dans la rue avec des tribus et la violence, qu'est-ce qui vaut cher? Vous êtes déjà demandé? Votre or? Non, c'est pas ça, tout le monde s'en branle. Ce qui vaut cher, c'est la bouffe. Et donc, moi, ce que je voudrais vous réfléchir par rapport à cette histoire d'or, si vous regardez bien les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, l'Australie, tout ça, tous ces pays qui sont des pays enculés à la base, c'est des putains de pays socialistes enculés. Oui, le capitalisme est sale, mais les gens, il y a des gens de 35 ans qui arrivent et qui nous sortent, ouais, c'est dégueulasse, l'argent, le capitalisme, il y en a marre, faut que ça cesse. Ils savent même pas ce que le capitalisme, ça a disparu de la planète depuis, je crois que la dernière fois qu'on était en situation capitaliste, c'était quoi, en 1975. Depuis, en fait, on vit dans un système socialiste. Et les gens savent même pas ce que c'est que le capitalisme, ils ont qu'à aller découvrir Dubaï, Hong Kong, Singapour ou Panama où je me trouve. Ça, c'est les derniers bastions du capitalisme. On est dans un pays capitaliste, mais partout ailleurs, il n'y a plus de capitalisme depuis belle lurette, puisque les États représentent plus de 50% des mouvements du PIB dans les pays. Donc déjà, il faut appeler un chat un chat. Et donc, si ces États socialistes, qui sont quand même des États pourris, je veux dire, et qui ne sont pas du tout pour le bien-être du peuple, le socialisme, je rappelle, c'est une situation de semi-esclavagisme, c'est-à-dire on dit à des esclaves qui ne sont pas esclaves, on leur raconte que des conneries pour qu'ils se mettent à bosser et on lui ponctionne généralement entre 50 et 70% de la valeur qu'ils créent. On leur laisse 30% pour qu'ils continuent à bosser, à se lever le matin. C'est ça le socialisme. Le capitalisme, c'est on crée de la valeur, on l'échange avec les autres et on récupère les fruits de son travail. Ça n'a rien à voir comme système politique. Le truc, c'est que ces socialistes, ces pays socialistes, ils sont dégueulasses, vous vendent de l'or physique, ça devrait vous gratter la tête. Ils vous en vendent à tire-larigot, vous voulez mettre tous vos économies dans l'or physique, pas de problème, vas-y, je te vends des lingots, je te mets de la pièce, du Napoléon, du Eagle américain, de tout ce que tu veux. Ça devrait vous inquiéter, parce que ces États-là, ils font jamais rien au hasard. Alors pourquoi ils font jamais rien au hasard? Parce que si l'or monte, il y a les taxes sur l'or, sur les plus-values, donc on appelle ça une taxe d'inflation. Donc en fait, vous perdez en pouvoir d'achat, donc vous faites baiser la gueule. Tout est enregistré. Ah oui, j'ai oublié aussi, l'or est enregistré. Maintenant, on peut plus faire de transactions. Vous pouvez plus vendre de l'or sans montrer patte blanche et prouver votre achat, etc., etc. Vous repasserez en termes de sécurité, hein, pas de sécurité, de liquidité de transaction. Pour moi, enfin, c'est dangereux de mettre son argent dans de l'or. Mais est-ce que je reviens à mon histoire, les États qui vous vendent de l'or, si vous le vendent, c'est qu'ils savent qu'ils vont vous baiser la gueule. Sinon, ils ne le vendraient pas. J'en veux pour preuve. Un scénario Mad Max, qu'est-ce qui vaut de l'argent? Mais c'est la bouffe. Vous survivez, vous avez besoin de bouffe. Comment on fait de la bouffe? Avec des semences potagères. Est-ce que les semences potagères sont en libre accès pour le public? Bah non, vous regarderez. Aujourd'hui, on ne peut plus déposer, ni aux États-Unis, ni en France, on ne peut plus déposer des semences potagères, il faut les breveter. Les semences qui appartiennent à l'humanité depuis des millénaires, aujourd'hui, il faut les breveter et les déclarer. Si on n'a pas le droit de les vendre, c'est illégal. Et donc, pour moi, c'est le signal très fort. Les semences potagères, vous ne pouvez pas les vendre, c'est illégal. Et l'or, par contre, vous pouvez en acheter et en vendre. Alors ça, c'est totalement légal. Mais pourquoi, à votre avis? Mais parce qu'ils sont pas cons, les mecs qui vous dirigent. Ils savent pertinemment que si c'est la merde, c'est la bouffe. C'est celui qui possède l'aptitude à fabriquer de la bouffe qui a le pouvoir et qui a la vraie valeur marchande que tout le monde s'arrachera. Parce que quand vous survivez, encore une fois, la pièce d'or, si vous avez de la croquer, à mon avis, vous n'allez pas couvrir vos besoins caloriques. Voilà, donc l'or... Pour moi, il n'a absolument aucune utilité pratique, que ce soit en crise ou pas en crise. L'or, c'est juste un parking, c'est un actif parking quand il y a une crise bien spécifique, il y a une crise non Mad Max, donc une perte de confiance dans le système monétaire de l'État, donc parce que c'est un actif tangible qui permet... En fait, l'or protège d'un reset monétaire. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on détient de l'or physique et depuis 5-10 ans, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Les gens, généralement, évidemment, c'est désagréable de mettre 50, 20, 50 000, 100 000 euros dans de l'or et de voir des moins-values latentes. Mais en fait, les moins-values latentes, on s'en... Ouais, vous savez que si vous attendez 30 ans, vous la reverrez votre argent. Donc vous savez que si le temps passe, à raison de 15 ou 20 ans, vous reverrez votre cours. Donc la question, c'est pas celle des pertes latentes, de mon point de vue. Le problème, c'est de stériliser de l'argent qui rapporte rien et qui sert à rien. Alors que cet argent, vous pourriez le faire travailler pour votre plus grand profit. Et donc, je pense que l'or, les gens qui investissent dans l'or physique, il faut avoir envie de se faire mal. En fait, il y a une partie masochiste. Il faut vraiment avoir envie de se faire mal. Il faut vraiment avoir envie de... il y a des forces inconscientes. Quelqu'un qui est au clair avec son argent, qui est animé de bonnes intentions, ça ne vient pas l'idée de foutre l'argent dans l'or en fait. Il
émotionnellement, le fait d'acheter de l'or physique, symboliquement, c'est vraiment, ça revient à se faire mal, tout simplement parce que l'argent, quand on détient de l'argent, un capital, ce capital, du fait du système inflationniste, vous êtes obligé de le faire fonctionner, vous êtes obligé de le faire travailler, vous êtes obligé de le faire produire, sinon votre capital disparaît. Et donc pour faire travailler votre capital, vous êtes condamné soit à prendre des obligues qui répliquent l'inflation et qui donnent un petit bonus en termes d'intérêt. Donc ça c'est pour les gens qui veulent vraiment rester totalement passifs, ou alors vous êtes condamné à aller sur les marchés des entreprises, des actions et financer des gens qui ont des projets et qui vont construire les biens et les services de demain, ou les biens et services du moment qui sont vendus et vous touchez un dividende. Et donc il n'y a pas d'autre moyen. On s'est tous pris la tête, des années. Je suis entouré vraiment de cerveaux brillants aujourd'hui qui sont venus à moi au fil des années. J'ai des gens qui sont partis de zéro, qui ont réussi, mais bien plus que moi. Moi je suis parti de zéro en 2004, j'étais au RMI. Et bon, j'ai fait autre chose dans ma vie, j'ai pas tout donné à l'argent, loin de là. J'ai même pas consacré un tiers de mon temps pour gagner de l'argent, donc je m'en suis bien sorti, mais j'ai 1,5 million, c'est pas énorme. Il y a des gens qui sont plus jeunes que moi, qui ont gagné 3, 4, 10 millions d'euros. Et ces gens-là, ils sont vraiment énervés en pognon. Et tous réfléchis, espérer trouver le Graal, un système dans lequel ils puissent parquer l'argent qu'ils avaient gagné pour pouvoir être entier, quoi. Il n'y a pas rien qu'à trouver. Mais il faut vous rendre compte. Ils ont des banques d'affaires, des machins, tout ce que vous voulez, des spécialistes, des modèles informatiques et tout. Et il faut vous comprendre une chose, c'est que ces gens-là qui partent de zéro, qui avaient gagné des millions d'euros, ils ont échoué à trouver une solution pour devenir entier. En fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de solution pour être rentier passif, ou alors on accepte de gagner 0,50 par an, par exemple. Voilà, on progresse très lentement, grosso modo, on conserve son capital. Mais si vous voulez faire, c'est ça qui est dramatique en plus, c'est de placer son argent dans de l'or en se disant je vais conserver juste mon capital, j'ai pas d'ambition. Malheureusement, vous faites du mal, parce que l'or ne conserve pas bien le pouvoir d'achat, c'est pas linéaire dans le temps. Les mecs qui ont acheté en 2011, 2012, 2013, ils ont déjà 6 ans dans la gueule et ils sont pas prêts de le revoir leur cours. Donc il y a des outils, si vous voulez juste conserver, votre besoin c'est de conserver votre argent, il y a des outils qui vous permettent de ne pas vous faire mal. Et puis si vous voulez quand même progresser un peu et vous faire du bien, quoi, tout simplement, quand on a la chance de posséder de l'argent, putain, c'est la liberté, quoi. Faut appeler les choses par leur nom, quoi. Le fric offre la liberté matérielle et ça enlève quand même toute l'angoisse de survie matérielle. Ça, c'est quand même un bénéfice majeur, quoi. Et si vous voulez donc et donc pour ça il suffit juste de placer son capital, mais il n'y a pas de solution de rente en placement. Il faut tout le temps être actif, dynamique, il faut passer, il y a tout le temps des réglages, les situations macroéconomiques changent tous les 2 ans, 1 an. Il faut travailler, il faut comprendre. En plus on peut faire des erreurs et se tromper, donc pas de solution. Pas de solution. Pas de solution quand on a de l'argent, mais la contrepartie c'est que c'est quand même possible de cracher. Alors si si au bout d'un moment, si vraiment vous mettez le paquet et que vous maîtrisez bien, vous pouvez faire du rendement comme du 10-15%. 15%, il faut quand même prendre des risques, il faut vraiment bien connaître son affaire pour faire 15%. Si vous êtes calme, vous allez faire du 7-10% par an. En allant sur le marché des actions, il faut défalquer les 2%, 3% d'inflation, donc il va vous rester entre du 5 et du 10% net par an de progression de capital dans un angle patrimoine sans effet de levier, avec des positions que vous allez garder 6 mois, 1 an, 2 ans, ou de l'immobilier qui va avoir un horizon plus long terme. Mais si vous pensez que vous arrivez et que vous mettez votre argent dans un bordel et puis vous revenez 10 ans plus tard et que vous avez pris 50 ou 100% et c'est la fête du slip, j'ai personne autour de moi qui a réussi à faire ça, y compris dans l'immobilier. L'immobilier, je vous rappelle que on va vers une crise de la dette souveraine. La dette souveraine, c'est un hyper-endettement des États. Je rappelle que le PIB, actuellement les dettes des États représentent le PIB, c'est-à-dire que si vous faites une croissance de 2%, vous avez 2% d'intérêt par an à payer sur votre dette, c'est simple, l'intégralité de la richesse du pays créée chaque année part dans la poche des banquiers. C'est aussi simple que ça. Donc si vous passez à 3 ou à 4%, là, non seulement l'intégralité de la richesse créée part dans la poche des banquiers, mais en plus, on attaque le capital mère, la nation, puisqu'on s'appauvrit d'année en année. C'est là qu'on rentre dans une crise de la dette souveraine, c'est là où, à mon avis, on va.
Et là, quand vous êtes investisseur immobilier, une crise de dette souveraine, c'est pas compatible, quoi. Il faut appeler les choses par leur nom. Les États vont chercher à piquer tout ce qu'ils peuvent piquer, déjà qu'ils piquent beaucoup en vol standard, mais là ils vont passer en mode en vol supersonique, et donc ils vont raser tout ce qu'il y a à raser, les épargnants, tous les mecs qui ont de l'immobilier. Ah oui, ils vont avoir de l'immobilier. Charles, ouais, t'es baissier sur l'immobilier, t'as tort, ça permet de gagner de l'argent. Et ben, je suis pas baissier sur l'immobilier, je suis baissier sur l'aptitude des épargnants qui possèdent de l'immobilier à récupérer le bénéfice de leur opération. C'est là-dessus que je suis baissier, c'est clair. Je pense pas qu'un État comme la France, si on bascule dans un problème de dette souveraine, je pense pas qu'un État comme la France doit vous laisser profiter, enjoy, peinard, vas-y, en sifflant des moritos de tous vos loyers. Non, ils vont tout raser. Ça va être C'est déjà arrivé. Si vous consultez l'histoire, tout ce que je vous raconte, tout est déjà arrivé en fait. L'histoire ne fait que se répéter, on a un siècle d'économie, les États ça fait 3-4 siècles qu'ils existent, et voilà, il n'y a rien de nouveau. Les États vont tout simplement se servir sur les investisseurs immobiliers. Donc moi je vous déconseille quand même, on est à l'aube d'une crise immobilière, et moi je vous déconseille d'investir en immobilier parce qu'on n'a pas de visibilité. Là. Il y a 9 chances sur 10 pour que les impôts explosent dans le monde de l'immobilier, et la rentabilité de vos projets ne sera pas intéressante. Bon, pour finir, est-ce que, finir sur une note positive, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que l'espoir est permis? Est-ce que, d'abord, encore une fois, la crise, parce qu'on parle souvent de la crise, mais la crise n'a pas encore démarré. Je suis désolé de le répéter une énième fois, mais la crise n'a pas encore démarré. Donc, si la crise démarre, est-ce qu'il y a possibilité de survivre? Alors j'ai la prétention de penser que non seulement il y a possibilité de survivre, mais qu'en plus ça va être l'éclate. Il va y avoir une redistribution des cartes, ça c'est sûr. Une grosse redistribution des cartes. Beaucoup de gens vont se faire baiser, ça c'est sûr aussi. Mais j'ai la prétention de penser qu'en lisant correctement la situation, il est possible de lire la crise qui vient, de faire les arbitrages, et au contraire qu'on va pouvoir s'enrichir beaucoup plus rapidement. Par des choix patrimoniaux adéquats. Il va juste falloir régler, il va juste savoir être capable de jumper d'une classe d'actifs à une autre en fonction du comportement des États. J'ai pas trop peur que l'euro et l'Europe s'écroulent avec la dévaluation, voilà, et ce qui pourrait en résulter. Ce qui me fait plus peur, c'est de rater la date du reset monétaire, puisque ça, ils vont faire ça de manière inattendue un week-end, qu'on n'aura pas forcément la date à l'avance, et que donc si on n'a pas pris les mesures patrimoniales avant le reset, on sera baisé, et si on a pris les mesures trop tôt avant le reset, on sera baisé aussi. C'est plus ça ma peur. Mais si je parviens à lire le bazar après de manière assez adéquate, je pense sincèrement que c'est cette crise qui arrive là sur 2019, 2020, 2021, je pense que ça va être une incroyable opportunité d'enrichissement. Voilà. Enfin, je suis plutôt excité que avoir peur. Alors, je sais que beaucoup de gens ont peur, mais on verra bien. Mais je pense qu'il ne faut pas voir que la peur de perdre ou de se faire avoir. Il faut aussi ne pas oublier que voilà, ça va être une opportunité folle. Il faut aussi pas oublier que de nombreuses institutions financières sont tellement grosses, elles sont tellement capitalisées, les fonds souverains. Pour vous donner d'idée, j'ai regardé les fonds de gestion des retraites dans le monde, c'est 40 000 milliards. Ces gens-là, ils sont foutus en fait, parce qu'ils ne peuvent pas switcher, ils ont besoin de plusieurs semaines. Quand ils ont compris la situation, ils ont tous les meilleurs cerveaux qui travaillent pour eux, mais une fois qu'ils ont compris la situation, ils ont besoin de plusieurs semaines pour switcher leur portefeuille. Et par moment, on n'a pas plusieurs semaines pour prendre la décision et se protéger. Donc, le truc qui me rend positif, c'est le fait de savoir qu'en quelques heures, on peut, sauf l'immobilier, bien sûr, je suis baisé au Costa Rica, comme tout le monde avec mon immobilier. Mais c'est pour ça d'ailleurs que si je sors de l'immobilier, je ne remettrai pas un radis. À part l'immobilier, on est coincé. Le reste du temps, on est vachement mobile parce qu'on est petit, on a les capitaux où il y a la liquidité sur le marché dispo en permanence. Pour n'importe quelle stratégie qu'on aura élaborée, il y a de la liquidité. Donc cette mobilité, c'est vraiment la possibilité de faire des énormes profits patrimoniaux là où les institutions ne pourront pas les faire parce qu'ils sont bloqués à cause de leur taille. Donc voilà, on va faire à suivre. De toute façon, je vais faire un point tous les 2-3 mois, mais je pense que ça va être tendu, mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va peut-être même mettre l'éclate.
Je vous dis à bientôt.